Non, mais les macronistes en recrutement, c'est quelque chose. Faut toujours qu'ils se foirent, c'est un truc de ouf. Mais non. Bah si. Là, la nouvelle ministre, là, celle qui a remplacé Rachida Dati à la culture, elle a été nommée il y a 15 jours. Et elle est déjà dans les dossiers Epstein. Putain, il manque plus qu'il y ait Woody Allen dans l'histoire. Eh ben, tu crois pas, j'y viens de dire. Mais non. Vas-y. Ah. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mercredi 11 mars et aujourd'hui, la rédaction s'incline devant l'autorité suprême de la commu, du canal Instagram. Le peuple a parlé et il veut qu'on se replonge dans le marécage de l'affaire Epstein. Fin janvier, quand la justice américaine a été contrainte de publier des millions de documents, on avait déjà consacré un épisode du récap à ce scandale sexuel et pédocriminel aux ramifications planétaires. D'ailleurs, si vous l'avez raté, je vous conseille vivement d'aller le rattraper. Mais l'affaire Epstein a cette fâcheuse tendance à ne jamais vraiment se refermer. Et comme de nouvelles infos continuent de remonter à la surface, il est temps de refaire un point. Alors commençons par les États-Unis et par le président des États-Unis. Tant qu'à faire, Donald Trump est en effet cité des milliers de fois dans les Epstein Files. Et pour cause, il entretenait des relations étroites avec le financier pédocriminel. Ces deux-là se rencontrent à la fin des années 80 et sont cul et chemise jusqu'au début des années 2000. Parce qu'en 2004, c'est la rupture, une dispute éclate autour d'une sombre histoire d'acquisition immobilière. Et puis, à de là, plus rien. Pour autant, après 15 longues et belles années d'une amitié intense et de fait endiablés, passés ensemble, il paraît un peu illusoire de penser que l'actuel président des États-Unis n'avait pas connaissance, à minima, des activités criminelles nombreuses et particulièrement perverses de son grand copain. D'ailleurs, en 2002, Trump le qualifiait lui-même de gars terrifiant lors d'une interview. Ça en dit long, forcément. Leur rupture en 2004 tombe à pic pour Trump, puisque les premiers déboires judiciaires d'Epstein commencent l'année d'après, juste après la plainte d'une première mineure. Alors, toujours est-il que malgré les millions de documents rendus publics par le ministère de la Justice américaine, rien de vraiment compromettant n'apparaissait concernant Donald Trump. Alors, son nom circule souvent même, mais aucune pièce ne semblait l'impliquer directement. Puis fin février, 2 médias américains publient une enquête conjointe. Il s'agit de CNN et NPR qui affirment que certains fichiers ont tout bonnement disparu lors de la mise en ligne, et notamment certains concernant Donald Trump, liés à des accusations selon lesquelles il aurait abusé sexuellement d'une mineure. Alors évidemment, ces révélations ont déclenché un tollé politique et médiatique outre-Atlantique, puisque la justice américaine est légalement tenue de rendre accessible au public l'intégralité des fichiers non classifiés liés à cette enquête, sans occulter évidemment les documents où sont présents des noms de personnalités pour les arranger. Les démocrates n'ont donc pas manqué de monter au créneau pour dénoncer ce manque de transparence, illégal de surcroît. Trump et son administration ont d'abord tenté de balayer ces accusations d'un revers de main, mais ils ont dû rapidement changer de posture face à l'ampleur du scandale. Finalement, le ministère de la Justice a annoncé la publication, jeudi 5 mars dernier, de 50 000 nouveaux documents dans les dossiers Epstein, dont ceux concernant Donald Trump. On y apprend que le FBI a interrogé une femme dont l'anonymat a été préservé à 4 reprises entre juillet et octobre 2019, alors même que Donald Trump est déjà locataire de la Maison-Blanche. À chaque entretien, celle-ci décrit les abus commis par Jeffrey Epstein, mais lors du second interrogatoire, elle a raconté que le richissime criminel l'avait présenté à Donald Trump alors qu'elle avait entre 13 et 15 ans. Selon ce témoignage, Trump l'aurait agressée sexuellement et d'après le quotidien Le Monde, la victime aurait même mordu le milliardaire pour se défendre. À ce jour, ces accusations n'ont toutefois pas été vérifiées. Alors malgré ces nouvelles mises en ligne, des médias américains, dont le HuffPost, affirment qu'il manque encore des documents. La Maison-Blanche, quant à elle, qui n'a de cesse de qualifier les accusations contre Trump de fausses et sensationnalistes,
journaliste, se retrouve désormais sous la menace d'une enquête de la Chambre des représentants pour non-divulgation de fichiers du dossier Epstein. Alors toujours aux États-Unis, on a récemment appris que les perquisitions sont en cours dans l'une des propriétés de Jeffrey Epstein au Nouveau-Mexique. Les enquêteurs soupçonnent en effet que le milliardaire ait fait enterrer les corps de 2 jeunes filles étrangères dans les collines aux alentours de son immense ranch perdu dans le désert. C'est encore une fois un des documents publiés par le ministère qui a mis la puce à l'oreille des autorités locales. Et direction la France maintenant, l'un des plus secoués évidemment par les Epstein Files et sans conteste Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture sous Mitterrand, se retrouve sérieusement mis en cause, aux côtés d'ailleurs de sa fille Caroline Lang, comme j'en avais déjà assez longuement parlé dans le premier épisode du récap consacré à l'affaire. Alors depuis, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment et fraude fiscale aggravée visant le père et la fille. Jack Lang, furieux, crie quant à lui à l'injustice. Il parle d'accusations infondées, de campagnes de calomnie et même de lynchage et affirme être blanc comme neige, je cite. Mais finalement, le 7 février dernier, sous la pression de l'Élysée et de toute la classe politique, tous bords confondus, il est contraint de déposer sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe qu'il dirigeait depuis 2013. Caroline Lang, sa fille, quant à elle, démissionne aussi de son poste au syndicat des producteurs indépendants. Quelques jours plus tard, le 16 février, la brigade financière perquisitionne ses anciens bureaux et son domicile à la recherche de preuves de blanchiment liées à une société offshore et aux flux financiers. À ce jour, l'enquête du PNF est toujours en cours, sans mise en examen ou charge formelle confirmée. Alors d'autres personnalités françaises comme Bruno Le Maire, Cédric Villani ou encore Marine Le Pen ont également été mentionnées dans les Epstein Files via des intermédiaires. Emmanuel Macron également aussi. Alors tout ça sans que cela ne débouche sur des mises en cause directes. Villani d'ailleurs de son côté a reconnu avoir eu un contact avec le financier américain sans pour autant être au courant de son passé, dit-il. Et plus récemment, c'est Catherine Pégard, la nouvelle ministre de la Culture, qui s'est retrouvée éclaboussée par l'affaire. Le Monde l'a révélé ce mercredi 11 mars dans une enquête sur les vies parisiennes de Jeffrey Epstein, montrant comment le financier pédocriminel a su se glisser parmi les décideurs et les gens importants et obtenir un accès privilégié au cercle de pouvoir, même après sa première condamnation en 2008. Avant d'être nommée ministre en remplacement de Rachida Dati fin février, Catherine Pégard a notamment été à la tête du château de Versailles entre 2011 et 2023. Et c'est en mars 2013 qu'elle a reçu Jeffrey Epstein, accompagné notamment de Caroline Lang, pour une visite privée des lieux. Alors questionnée sur cette visite, la nouvelle ministre a d'abord commencé par tenter de s'extirper de l'impasse en affirmant qu'elle n'était certainement pas présente, sinon elle s'en souviendrait. Elle a déclaré au Monde: cela a pu se passer alors que je n'étais pas là, mais si j'avais été présente, je m'en souviendrai et le dirai, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Alors tout ça, c'était sans compter sur une photo exhumée notamment par BFM et reprise par Le Monde, qui la montre aux côtés de Caroline Lang, de Jeffrey Epstein et de Woody Allen, manquait plus que lui, au beau milieu de la galerie des Glaces. Le coup dur. Ah bah oui, l'embarras est grand rue de Valois, je peux vous le dire. Et alors du côté du gouvernement, on ne se précipite pas non plus pour médiatiser l'affaire, qui compromet les élites mondiales et française potentiellement. Début février, Emmanuel Macron a cherché à minimiser les implications françaises, justement, affirmant que l'affaire concernait principalement les États-Unis et qu'il ne voulait pas participer au débat public sur le sujet. Alors il a en revanche insisté pour que la justice américaine fasse son travail et a justement appelé à un journalisme véritable pour contrer les théories du complot nombreuses sur le sujet.
Une position pour le moins tiédasse du président français qui n'a pas manqué d'irriter certaines oppositions. La France insoumise est d'ailleurs largement montée au créneau sur l'affaire. Dès le 4 février, la présidente de groupe à l'Assemblée, Mathilde Panot, a proposé une commission d'enquête parlementaire transpartisane pour examiner les implications françaises des victimes potentielles au financement politique et ingérence étrangère. On écoute à ce sujet le député LFI Éric Coquerel. Il faut que tous les moyens soient utilisés pour faire le clair sur les ramifications en France des réseaux Epstein et aussi, et c'était le sens de la commission d'enquête qu'on demandait, sur les questions d'ingérence financière, c'est-à-dire de pression financière dont on voit que ce n'était pas un détail dans la galaxie Epstein et qui nous semble nécessaire. Mais autant dire que la perspective de cette commission d'enquête n'est pas tout à fait du goût de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale et alliée d'Emmanuel Macron. Elle craint que la commission vienne concurrencer la justice. On l'écoute. Après, sur l'affaire en elle-même qui est évidemment complètement abominable. Je pense qu'il faut effectivement, s'il y a des ramifications françaises, faire toute la lumière. Donc, il faut que la justice puisse être saisie. Je vous rappelle, parce que j'entends des personnes qui veulent des commissions d'enquête parlementaires, la commission d'enquête parlementaire ne doit pas être en concurrence avec la justice. C'est la limite des commissions d'enquête. En tout cas, pas en concurrence. Et pas sur les mêmes faits. En fait, pas sur les mêmes faits. Bon, c'est un rappel utile. Ça, c'est aussi important. Le Parlement, ça entraînerait de la confusion des pouvoirs. Et notre pays, là aussi, est fondé sur une séparation des pouvoirs entre le législatif et la justice. Donc la justice, à mon sens, doit être saisie et doit être en capacité d'enquêter sur l'ensemble de ces faits. Alors une position que ne partage pas complètement Gabriel Attal, pourtant président du parti présidentiel Renaissance. Lui, il rejette pas complètement l'idée de la commission, mais se mouille pas trop non plus. Moi, je vois pas de raison de m'opposer à une commission d'enquête. Vous savez, tous les groupes parlementaires ont le droit chaque année de déclencher une commission d'enquête. Le choix que j'ai fait avec mes députés, c'est de déclencher une commission d'enquête sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes. C'est ça le sujet qui nous préoccupe. Si un groupe décide de déclencher une commission d'enquête sur ce sujet, je ne m'y opposerai pas et je n'ai pas de raison de m'y opposer. Mais vous ne serez pas à l'initiative d'une telle commission? Je vous ai dit que nous, on a des sujets sur lesquels on travaille, qui sont notamment la protection qu'on doit à notre jeunesse, à nos jeunes, face au fléau des algorithmes. Il y a d'autres sujets sur lesquels on veut travailler, mais encore une fois, je ne vois pas de raison de s'y opposer. Et enfin, côté justice, le parquet de Paris a annoncé le 14 février 2026 l'ouverture d'enquêtes, au pluriel, portant sur des infractions potentielles à connotation sexuelle ou financière impliquant des citoyens français. Les magistrats passent actuellement au crible les 3 millions de pages publiées et relancent d'anciens dossiers, dont celui de Jean-Luc Brunel, l'associé français d'Epstein, décédé en 2022. Alors à ce rythme, évidemment, mon petit doigt me dit qu'on n'est pas prêt de voir les premières condamnations tomber concernant au moins les ramifications françaises de l'affaire. Autant dire que la pédocriminalité, surtout lorsqu'elle implique des figures puissantes, continue de trouver un terrain favorable pour prospérer. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission ou même de choisir et de proposer des sujets comme aujourd'hui, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et puis d'ailleurs, sans vous, pas de récap et pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info. Mais pour continuer, nous avons besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous à vous continuer à vous informer. Abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et puis, depuis quelques jours, grande nouvelle, en plus de Free, Molotov, YouTube et notre site, retrouvez le média sur la télé d'Orange, canal 235. Vous vous rappelez des grandes promesses du RN au moment des législatives de 2024 ? Fini les candidats racistes, complotistes, antisémites, homophobes, dehors les brebis galeuses, on arrête les erreurs de casting et promis, on sera plus vigilant à l'avenir. Eh bien, surprise,
On se retrouve aujourd'hui avec plus de 200 candidats RN au municipal qui ont eu des propos ou des comportements pour le moins problématiques, et ils n'ont pas encore tous été recensés dans la presse, voilà, ça en dit long. Le média et l'association REC révèlent des images exclusives d'un membre de la liste RN de Gap, Yannick Magnier, surnommé Goose Gala sur les réseaux sociaux. Il a depuis supprimé son compte et affirme qu'il n'est plus sur cette liste, mais je vous laisse découvrir la suite avec ma collègue Nadia Sweeney. Voici un nouveau profil problématique parmi les candidats au municipal 2026. Nous vous emmenons à Gap, une ville d'environ 40 000 habitants dans les Hautes-Alpes. Là, une liste RN a vu le jour, menée par Raphaël Leroux. Dans cette liste apparaît un certain Yannick Magnier. Il est 15e sur la liste et se présente sur LinkedIn comme ancien militaire, responsable des moyens généraux au sein de l'armée de l'air. Il dirige aujourd'hui une société d'études de sol, mais Yannick Magnier a un autre visage. Il opère sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Goose Gala. Et voici ce qu'on peut entendre de lui et de ses conversations. Sors ta bite là, sors ta bite. Des sales rebeux. Ici, vous avez la version raciste, dirigée contre les populations d'origine arabe et ou musulmane. Mais vous avez aussi la partie antisémite et vénération du Troisième Reich et des crimes nazis. Les chambres à gaz, c'était le bon temps. Je suis nazi et je le reste donc. Hitler. D'après nos informations, ces vidéos datent de fin 2024 et seraient remontées au sein même du Rassemblement national parmi les cadres. Or, plus d'1 an plus tard, M. Magnier est pourtant officiellement investi sur la liste Rassemblement national au municipal de Gap. Le ménage, promis par les instances du parti d'extrême droite, n'y aura donc rien fait. Nous avons tenté de contacter M. Magnier, l'équipe de campagne de Gap et le siège du Rassemblement national pour obtenir plus d'explications. Aucun ne nous a répondu. Et si vous voulez revoir l'intégralité de cette brillante chronique, rendez-vous sur notre site ou sur la chaîne YouTube Le Média. Et autre semi-surprise, cette fois à l'international, figurez-vous qu'Elon Musk reste cette année encore et de très loin l'homme le plus riche du monde. D'après le classement Forbes sorti hier, sa fortune est même 2 fois plus importante qu'il y a 1 an. En effet, elle est estimée à 839 milliards de dollars contre 342 milliards l'année précédente. Et si l'homme le plus riche du monde est de plus en plus riche, c'est surtout grâce à l'explosion de l'intelligence artificielle, notamment depuis que sa société SpaceX a annoncé qu'elle allait absorber xAI, qui développe le réseau social X et l'IA Grok. Avec ses 839 milliards de dollars, Elon Musk est loin devant les 2 milliardaires qui le suivent dans le classement. Les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, qui se contentent respectivement de 257 et 237 milliards de dollars. Petits joueurs. Alors notre premier milliardaire français n'est autre que le PDG du groupe LVMH, Bernard Arnault, et ses 171 milliards de dollars et qui n'arrive qu'en 7e position. Le magazine Forbes souligne également que 20 personnes dépassent aujourd'hui les 100 milliards de dollars de fortune, alors qu'il n'y en avait aucune en 2017. Et au Chili, un nouveau président prend ses fonctions aujourd'hui, un fils de nazi, catholique et anti-avortement. José Antonio Cast devient donc le chef d'État le plus à droite du pays depuis la dictature militaire de Pinochet entre 73 et 90. Petit résumé de son profil, il est né au Chili d'une famille allemande. Son père avait fui l'Allemagne juste après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça en dit long encore une fois. Le fils affirme qu'il avait été enrôlé de force dans l'armée allemande, mais des enquêtes journalistiques montrent qu'il était en fait membre
membre du NSDAP, le parti d'Adolf Hitler, depuis ses 18 ans. José Antonio Cast, lui, a commencé sa carrière politique avec des proches d'Augusto Pinochet. Par le passé, il a affirmé que l'ancien dictateur aurait voté pour lui s'il avait été encore en vie. Il s'est déjà dit opposé à l'avortement, même en cas de viol, au divorce ou encore au mariage entre personnes de même sexe. Et pour sa campagne, il a axé son discours sur la fermeté face à la délinquance et à l'immigration irrégulière. Un beau CV, donc, qui ne l'a pas empêché d'être élu président du Chili, bien au contraire, puisqu'il a remporté les élections de décembre 2025 avec 58% des voix. Cette arrivée au pouvoir de l'extrême droite au Chili s'inscrit dans un virage à droite toute en Amérique latine, avec notamment les victoires en Argentine, en Bolivie, au Honduras, au Salvador et en Équateur ces dernières années. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner aux médias ou de faire un don défiscalisable sur notre site internet. C'est très important pour nous. Et puis vous pouvez aussi, et ça ne coûte rien, parler de nous autour de vous et nous suivre et nous partager sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup. Et pour retrouver l'ensemble de nos programmes, direction Free, canal 165, Orange, canal 235, mais également Molotov, notre site, et nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Merci beaucoup, très bonne soirée sur Le Média.